Quand le prix il est surestimé, il part à un prix, le bien, moins important que ce qu'il aurait pu partir s'il était tout de suite en adéquation avec le prix du marché. La personne a fait passer quand même 6 agences. Les estimations, c'était entre 400 000 euros, 450 000 euros et 1,2 million. Faire une land room dans une copropriété, etc., où il y a du monde... ça peut être refusé ? Ça peut, oui, dans plein de copropriétés. Aujourd'hui, même le Airbnb, ça... Bonjour à tous, de retour sur Invest Live. Aujourd'hui, podcast un petit peu particulier. On va parler d'immobilier. Faut-il encore acheter un bien immobilier en 2025 ? Pour répondre à cette question, aujourd'hui, je serai accompagné de Jérémy Pagès, directeur d'agence immobilière. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va très bien. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment investir dans le marché immobilier, surtout les erreurs à ne pas commettre et si tu as quelques conseils à donner à notre communauté. Mais pour commencer, je te laisse te présenter. Ok, très bien, ravi d'être là, merci pour l'invitation. Jérémy Pagès, donc je suis actuellement directeur d'une agence immobilière. J'ai fait mes études sur Bordeaux parce que je suis d'origine bordelaise. Après un master en droit de l'immobilier, je suis parti sur la gestion locative. C'était assez intense comme métier au départ. Je gérais 1000 copropriétaires. Donc avec toutes les difficultés que ça imposait à l'époque. Et ensuite, je me suis réorienté vraiment sur la partie transaction, où j'ai bossé dans plusieurs agences immobilières. Et depuis quelques années maintenant, j'ai donc une agence immobilière dans le 92. Ok. Du coup, pour avoir un petit peu un ordre d'idée de ton agence, c'est à peu près combien de transactions à l'année ou mensuellement pour avoir une ordre d'idée de volume ? Là, en volume, c'est une agence qui tourne environ sur une trentaine de transactions immobilières plus la location. En fait, tout dépend ensuite de l'importance de chaque agence. Les agences dans lesquelles j'ai bossé avant, on était plutôt sur un assez gros volume de transactions parce qu'on était 3 agences à travailler ensemble, 11 vendeurs à l'époque. Okay, ouais, donc c'était un autre volume. Ok. Du coup, pour commencer, on va un petit peu contextualiser le marché de l'immobilier. Tu connais, moi, je suis à fond sur les marchés financiers et je sais que Madame Lagarde a baissé les taux une énième fois et du coup, automatiquement, ça se répercute sur tes clients et sur ton activité. Et donc, du coup, est-ce que, selon toi, 2025 va offrir des belles opportunités pour les primo-accédants ou même les investissements locatifs ? Ce qu'on dit souvent, c'est acheter de l'immobilier, il faut le faire et c'était hier qu'il fallait le faire. On le dit tous. Après, c'est vrai qu'il faut quand même aussi suivre le marché de l'immobilier. Et c'est vrai qu'entre 2015 et 2020, 2021 d'ailleurs, qui a été la plus grosse année en termes de nombre de transactions immobilières, les prix, ils ont explosé. Dans mon secteur, dans le 92, on était à quasiment plus 25%. Donc les taux, à l'époque, tu le sais, ils étaient extrêmement bas, autour de 1%. Donc c'était fou à l'époque et tout le monde s'est arraché les biens. C'est-à-dire que moi, j'avais des biens sur l'époque, il y avait 15 visites par jour, on a eu jusqu'à 7 ou 8 offres au prix. C'était quand même délirant. Donc la demande était grandissante, l'offre était limitée et donc du coup automatiquement il y a une augmentation des prix parce que les gens pouvaient emprunter très facilement. Et à partir de 2022, si je me trompe pas, c'est là où on a eu une hausse fulgurante des taux avec des restrictions au niveau des emprunts immobiliers, donc un apport plus conséquent et surtout un taux d'endettement plus faible. Et du coup, beaucoup moins de demandes parce que les gens ne pouvaient plus emprunter. Et du coup, je pense que tu l'as ressenti également sur ton activité. Complètement, là, 2023, c'était compliqué, très compliqué. C'est monté de mémoire jusqu'à 4,60 les taux, Moi, j'en ai vu, je t'ai dit, même à 5%. Ouais. Donc on était sur un marché qui était quasi à l'arrêt, plus personne voulait acheter. Quand votre taux il quadruple, voire quintuple sur un an, sur 2 ans, c'est quand même du délire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez au marché au plus haut sur 2019, 2020, 2021 et que vous revendez aujourd'hui, on a quand même une baisse des prix. Dans mon secteur. Donc là, si je comprends bien, les personnes qui ont acheté en 2020 et qui souhaitent revendre maintenant, ils sont en perte. Ah oui, clairement. Enfin. Après, encore une fois, il faut pas généraliser, ça dépend de ce qu'on achète, bien sûr, où on l'achète, mais globalement, moi, dans mes secteurs plutôt proche 92, proche Levallois, sur la Garenne-Colombe, Bois-Colombes, etc., ces secteurs-là, clairement, on est clairement sur une perte aujourd'hui des prix qui ont chuté environ 10 à 15%. Et par contre, les gens qui ont acheté à partir de 2021 et qui revendent maintenant sont en plus-value normalement. 2021, ça restait encore, c'était le plus haut. 2021, ça restait plus haut. C'est plutôt 2022, ça a commencé. 2022 a commencé. C'est vraiment 2023 où là les prix ont baissé. 2024, ça a continué à baisser. Et aujourd'hui, on commence à être sur une stagnation. Les taux rebaissent enfin assez fortement. Par rapport à 4,60, aujourd'hui, on est quand même plutôt proche des 3%.
Donc c'est quand même plus positif. Après, encore une fois, généraliser, c'est compliqué. Si en 2020 vous aviez fait une super affaire, vous aviez acheté un appartement à refaire avec plein de travaux et que finalement vous étiez quand même cohérent par rapport au marché, aujourd'hui vous êtes toujours en positif. Après, ce qu'il faut voir aussi, et c'est vrai que ce que je dis souvent à mes clients, c'est que les gens voient toujours la plus-value potentielle. Sauf que, honnêtement, ce qu'il faut voir aussi, c'est ce que vous avez emprunté. Donc le taux, quand il est très bas, c'est quand même assez intéressant. Est-ce que vous avez capitalisé pendant toute cette période aussi? Donc c'est vrai qu'on veut toujours, c'est très français de voir ça, de toujours voir la plus-value en permanence. Mais il n'y a pas que ça non plus, quoi. Après, c'est un confort de vie, c'est des choix de vie. Donc ce que je dis souvent à mes clients, c'est déjà quel est votre choix dans la vie. Est-ce que c'est d'augmenter votre résidence principale, d'avoir plus de surface, si vous avez de l'argent de côté, d'investir, et comment est-ce que c'est pour éventuellement donner à vos enfants, vos petits-enfants un jour? Enfin, tout ça, c'est vraiment très différent selon les gens. Ok. Et là, actuellement, pour avoir un petit peu un ordre d'idée, parce qu'il y a des personnes qui regardent ces vidéos et qui se trouvent un peu partout en France, dans la zone à laquelle tu es, on est à peu près à combien au mètre carré? Là, moi, dans ma zone, on est entre 5 000 à 6 500, autour des 7 000 pour du récent, du très récent. Enfin, du récent, pas du neuf. On est à peu près dans ces zones-là. Après, c'est plutôt sur des appartements. Sur des maisons, c'est assez différent parce qu'aujourd'hui, quand on regarde une maison, la première chose qu'on regarde, c'est comme un appartement. D'ailleurs, c'est l'emplacement. On y reviendra peut-être après. Mais sur une maison, c'est vraiment la taille de la parcelle. Donc, vous prenez une maison qui fait 100 mètres carrés sur une parcelle ici de 700 mètres carrés. Bien sûr qu'elle va être à 10 000 euros du mètre. Alors que vous prenez une maison de 100 mètres carrés avec un petit terrain de 30, ça va pas être la même chose. Donc, en fait, faut voir vraiment selon les biens en permanence. C'est pour ça que faire une estimation aujourd'hui quand on est agent immobilier sans se déplacer, c'est quand même assez dingue. Ok, très bien. Du coup, moi, je voulais voir avec toi, déjà pour commencer, au vu de ton activité, tu as dû voir des schémas d'erreurs récurrents, que ce soit pour les acheteurs ou pour les vendeurs. Je sais que l'une des erreurs très communes de ma jeune expérience, c'est la surestimation de biens à la vente. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce niveau-là? Bien sûr, bien sûr. Ce qu'il faut voir déjà, c'est que c'est compliqué aujourd'hui pour un propriétaire, même dans des secteurs où il y a beaucoup de ventes, de savoir ce que son bien vaut. Donc en fait, quand vous faites ça, vous faites passer 1, 2, 3, 4 agences, et la plupart du temps, vous n'avez jamais les mêmes prix. Alors aujourd'hui, l'agent immobilier qui vous dit qu'il peut maîtriser le prix de votre bien à 10 000 euros, 20 000 euros près, selon les surfaces, c'est déjà très compliqué. Donc imaginez des agences qui sont pas forcément sur le secteur, qui connaissent pas le marché local, qui vous donnent un prix à la volée. Petite anecdote, là j'ai rentré une maison il y a quelques temps, une maison d'une centaine de mètres carrés. Les estimations, la personne a fait passer quand même 6 agences, les estimations c'était entre 400 000 euros, 450 000 euros et 1,2 million. Donc imaginez le propriétaire. Ah oui. Imaginez le propriétaire. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, la plupart du temps, on n'est pas sur ce delta-là, mais quand même, c'est assez dingue. Dans sa tête, il dit c'est bon, je suis millionnaire. Exactement. Et elle a été vendue à combien? Elle est en cours de vente autour des 800 000 euros. Okay. Donc en fait, on est déjà sur combien vaut mon bien, comment je fais pour l'évaluer, et rien que ça, déjà, c'est pas évident quand on est propriétaire. Mais du coup, pour un vendeur, c'est mieux de passer par plusieurs agences pour avoir une globalité d'estimation. Ou il a peut-être des astuces ou des choses qu'il peut déjà faire lui-même pour savoir la valeur de son bien? Déjà, une des astuces, c'est quand même de voir un petit peu, de s'intéresser au marché autour. Aujourd'hui, on a quand même facilement accès aux biens qui sont vendus autour de chez soi. Donc, c'est quand même la première chose à faire. Après, j'ai envie de vous dire, c'est d'avoir un professionnel du secteur qui est reconnu. C'est clair qu'aujourd'hui, si vous vendez dans le 92 et que vous allez voir une agence du 77, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc la personne ne sera pas du tout à même de vous dire combien vaut votre bien. D'accord, donc favoriser les agences immobilières très proches de chez soi. Ou en tout cas qui connaissent bien le secteur. Moi je suis quand même assez spécialisé dans l'Ouest parisien, même dans le 16e, dans le 17e arrondissement, je peux dire quand même combien vaut un bien. Après encore une fois, ça reste toujours une discussion avec les propriétaires, et je vous dis, l'agent immobilier qui vous dit qu'à 5 000 euros près c'est ce prix et c'est pas un autre, c'est du délire, parce qu'on est dans un marché aujourd'hui qui est quand même assez différent du marché de 2021. Et même à l'époque, ce qui était assez dingue, c'est quand on donnait un prix d'estimation, souvent le propriétaire veut un peu plus que le prix de l'estimation, ça arrive quand même assez régulièrement. Des fois, à 20-30 000 euros de plus que notre estimation, le bien partait, tellement il y avait une demande qui était forte. Donc nous, même à l'époque,
on était un peu, voilà, c'était assez compliqué de déterminer un prix. Aujourd'hui, le marché il est quand même plus tendu. Il y a moins d'acheteurs, mais ça reprend, comme je vais le dire peut-être un petit peu ensuite. C'est un peu plus positif. Mais ce qu'il faut voir, c'est vraiment la première chose, c'est d'avoir un professionnel qui est quand même reconnu dans le secteur et qui est transparent. Après, aujourd'hui, on a quand même plusieurs moyens de trouver des professionnels qui sont reconnus. Donc ça, c'est pas un souci. Et est-ce que tu as des petites astuces pour les vendeurs pour optimiser justement la valeur de leurs biens ou séduire de nouveaux, de potentiels acheteurs? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un bien qui est vendu avec des travaux, forcément, sera moins cher que le bien sans travaux. Mais ce qui est clair, c'est que 90% des acheteurs, en tout cas, parce que moi j'ai une clientèle qui est quand même pas mal de résidences principales, on y reviendra, cherchent un bien en quasiment parfait état. D'accord. Donc en gros, je pose mes valises et j'habite dedans, j'ai pas envie de me prendre la tête. Exactement. Les travaux, c'est quand même quelque chose. Alors sur des maisons, c'est encore un autre sujet parce que des fois vous avez des murs porteurs à faire, des extensions, des surélévations. Le nombre de clients qui sont capables de faire ces travaux-là et donc d'immobiliser son bien parfois 8 mois, c'est quand même relativement rare. C'est plus les personnes qui souhaitent investir, enfin en tout cas faire de l'investissement locatif ou autre, qui vont plutôt s'orienter vers des travaux, enfin des biens à travaux. Et justement ceux qui décident d'avoir une RP, ils veulent pas trop. Globalement c'est un peu ça. Après sur des maisons, l'investissement locatif il est quand même compliqué. Donc c'est plutôt sur des petits appartements. Oui, moi j'ai des clients investisseurs qui cherchent absolument un bien avec travaux. Sinon ils achètent pas parce qu'ils veulent pas acheter au prix fort du marché. Donc c'est vrai que vraiment sur la typologie des acheteurs, une grosse partie veut un bien où il n'y a pas trop de travaux ou alors une cuisine à changer, etc. Mais c'est le maximum. D'accord. Et du coup, comme je te disais, le vendeur, lui, qu'est-ce qu'il peut faire pour entre guillemets mettre en valeur ou séduire davantage d'acheteurs pour son bien? C'est quand même voilà, et on parle de homestaging, etc. C'est vrai que ça peut quand même pas mal fonctionner. Si tu peux expliquer un petit peu ce que c'est. Ouais, le homestaging, c'est d'améliorer son espace. Un petit peu dans le délire Stéphane Plaza. Voilà, un peu, ou Valérie Damido. C'est un peu le délire. D'ailleurs, on peut en reparler, mais c'est vrai que Stéphane Plaza, moi j'ai toujours eu un œil un petit peu critique sur cette émission-là, parce que forcément, vous mettez un prix d'un bien. Oui. Par exemple, donc il part pas. Ça fait 6 mois qu'il est pas vendu. Vous rajoutez des travaux et vous le laissez au même prix. Forcément, il y a des chances qu'ils se vendent. Après, voilà, je pense que ça a démocratisé, que c'est bien, ouais, c'est assez positif. De ce que tu me dis, globalement, il a mis tu mets des frais dedans. Du coup, techniquement, la valeur augmente, mais tu le gardes à un même prix. Donc, du coup, c'est sûr que tu auras plus d'acheteurs. Surtout que je sais pas si tu te rappelles, mais souvent ils mettaient les frais du matériel. Sauf que le frais du matériel versus ce qu'un entrepreneur coûte, c'est quand même pas pareil, quoi. Oui. Donc en fait, forcément, ça va être vendu derrière. Donc en fait, l'immobilier, ça reste quand même une question de prix. Si votre prix il est surévalué, le seul moyen, c'est quand même de baisser le prix. Par contre, on en reviendra. Si quand on surévalue justement son bien, un petit tips quand même pour les vendeurs, c'est que on veut toujours plus. De toute façon, forcément, c'est totalement humain. Le propriétaire veut vendre plus cher. Oui, et l'acheteur veut acheter moins cher. Et veut acheter moins cher. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous êtes vraiment décorrélé du prix du marché, votre bien, il peut rester 1 an et demi, 2 ans sans acheteur, sans être vendu. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Et souvent, ce que je dis, moi, c'est quand le prix, il est surestimé, il part à un prix, le bien, moins important que ce qu'il aurait pu partir s'il était tout de suite en adéquation avec le prix du marché. D'accord. Ok. Donc des fois, à vouloir être trop gourmand, ça se retourne contre nous. Clairement. Ok. Et du coup, dans l'autre sens, on a vu la partie vendeur. Maintenant, on va voir au niveau des acheteurs si tu avais des conseils, au-delà de constituer son dossier de financement, etc., mais des petits tips à vérifier quand on souhaite acquérir un bien, que ce soit de l'investissement, mais surtout de la résidence principale. Bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, en résidence principale, on parle quand même de 75% du marché global, et résidence principale et secondaire, et plutôt 25% globalement d'investissement. Donc en fait, le plus gros du marché français, il est quand même sur la résidence principale ou secondaire. Donc ça, il faut quand même vérifier ça. En fait, quand vous achetez un bien, déjà, la première chose qu'on regarde, c'est totalement bête, mais c'est l'emplacement. L'emplacement. On vous rabâche ça tous les jours dans l'immobilier, mais c'est une réalité. Votre bien, il va être plus cher Paris 1er arrondissement que si vous êtes à 1 heure de Paris. Donc déjà, ça, vous avez quand même un potentiel de voir à peu près les prix du secteur. Donc en fait, c'est vérifier l'emplacement de votre bien. S'il donne pas sur, je sais pas, il y a un resto en bas où il y a des nuisances, etc. Ça, faut quand même le vérifier.
Après, vous pouvez acheter ce bien-là. C'est juste que derrière, il sera pas autant valorisé qu'un bien qui est sans nuisance aucune. Donc en fait, faut prendre ça en compte. Toujours. Donc ça, faut regarder ça. Après, la deuxième chose qu'il faut vraiment vérifier aujourd'hui, ça reste quand même la copropriété. C'est-à-dire que la plupart des biens sont dans une copropriété, c'est-à-dire sont un ensemble d'habitations. Vous avez un syndic qui est professionnel d'ailleurs ou bénévole, mais ça, c'est complètement corrélé en fait quand même au prix du bien que vous allez acheter. C'est-à-dire que votre copropriété, elle est mal entretenue, vous avez des sujets de structure, etc. C'est quand même pas le même prix et le même impact sur votre prix qu'un bien où vous avez zéro problème. Ok. Vous avez un ravalement qui va arriver dans les 2-3 ans, forcément, c'est quand même impactant dans le prix aussi que vous allez acheter. Si vous avez 20 000 euros à sortir sur un ravalement... Ouais. En tant qu'acheteur, tu peux avoir de mauvaises surprises, justement, si tu fais pas attention à ça. Et je pense que tu as dû voir des anecdotes, enfin même moi, dans mon entourage, j'ai déjà entendu, où j'ai acheté à un bon prix, et puis 1 ou 2 ans après, tu te retrouves avec une facture de copro que tu n'avais pas du tout prévue, tu dois réemprunter ou augmenter ton emprunt auprès de ta banque. Et des fois, ça peut être une vraie catastrophe. C'est ça, donc ça, il faut quand même vérifier. C'est le b.a.-ba de l'agent immobilier, mais tous les agents immobiliers sont pas aussi transparents parfois, donc il faut quand même, en effet, le dire aux clients. Après, avec les 3 derniers PV d'AG, maintenant, avec la loi Allure, dire que c'est un ensemble de documents que l'acheteur est obligé d'avoir pour signer le compromis ou la promesse de vente. Donc il a quand même une notion de ce qui va se passer dans sa copropriété dans les années à venir, parce qu'en fait, le ravalement, par exemple, entre le moment où il est indiqué dans l'Assemblée Générale et le moment où c'est vraiment effectif, il y a quand même quelques années. Donc, en principe, on est quand même au courant des gros travaux, entre guillemets, de la copropriété. Donc ça, c'est hyper important de voir ça. Donc ça, c'est, voilà, emplacement, copropriété. Et la troisième chose qu'on fait pour estimer un bien, ça reste l'appartement lui-même. Donc l'agencement. Donc si... il y a forcément des petits trucs où quand on n'est pas initié, on fait pas attention, mais quand tu vois, enfin quand tu es agent immobilier ou que tu es de ce domaine-là et que tu visites des appartements, des maisons tous les jours, ça doit te sauter aux yeux. Est-ce que tu as quelques exemples à nous dire? Bah, après c'est des choses bêtes, mais par exemple sur la copropriété, quand vous descendez dans les caves et que il y a des choses partout dans les caves où l'immeuble est pas bien entretenu, ça c'est un vrai signal d'alerte. Donc soit en effet il faut faire des choses pour améliorer l'entretien de la copropriété. Ça veut dire que peut-être que le syndic il est pas assez regardant, que le gardien qui travaille dedans est peut-être pas assez regardant, etc. Ou pas d'ailleurs, ou la société qui est en place. Mais ça c'est des petits signaux d'alerte qu'il faut quand même regarder. Après c'est pas une obligation non plus que ce soit impeccable. Enfin au détail près, mais quand même ça reste quand même important dans une copropriété que les choses soient un minimum clean. Après c'est tout bête, mais ça peut être aussi l'appartement lui-même. Du coup, on a vu pour la partie résidence principale. Maintenant, pour la partie investisseur. Par exemple, je souhaite faire de l'investissement locatif. Je sais qu'il existe plusieurs possibilités. Il y a du LMNP, il y a de la location saisonnière, l'immobilier atypique, il y a tellement de choses. Du coup, quand on débute, quel conseil t'aurais à donner à ces gens-là? Bah, déjà, ça va dépendre de la situation de chacun. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation, ça c'est sûr. Pour le coup, tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux faire l'investissement, il est forcément lié, ça va être pareil dans ton domaine, il est forcément lié au risque que tu prends. Tout à fait. Donc moi aussi, je veux faire plus 100% avec une biotech incroyable, et en fait, t'en fais moins 70. Donc on peut faire du 100% sur un investissement locatif? Avec l'effet de levier, oui. Bien vu. Mais globalement, sur les plus gros rendements que tu as pu voir dans ton domaine? Bah, dans mon domaine, en fait, les rendements, ils sont vraiment, ça peut être du 5 au 10 à 15%. D'accord. Après, en fait, ce qu'il faut voir, c'est en effet le risque que tu veux prendre. Quand tu es sur un secteur où il y a une demande qui est assez forte en termes de location, mais que ça vaut quand même un certain niveau au niveau du prix du mètre carré, forcément, ta rentabilité va pas être exceptionnelle non plus. Moi, dans mon secteur, si tu as 5 ou 6%, c'est à peu près le max. Mais par contre, c'est des gens qui vont faire un investissement aussi patrimonial. Donc, tu vois, par exemple, là, j'ai une anecdote, j'ai un couple d'investisseurs qui viennent à l'agence. Moi, je pense que agent immobilier, c'est quand même, t'as un devoir de conseil qui est assez important. Peu importe si c'est pas ton intérêt, à un moment donné, si tu veux pas donner du conseil, tu vas pas durer très longtemps dans ce métier. Un couple de gens qui sont à la retraite, qui veulent ensuite faire une donation à leurs enfants. Ils disent ouais, on a vu un 3 pièces chez vous, ce serait pas mal qu'on investisse là-dedans, etc. C'est pour le louer et ensuite on le fera en donation à nos enfants, etc. Je dis mais pourquoi vous voulez investir dans un 3 pièces? Plus vous allez acheter cher,
plus vous allez acheter grand, moins votre rentabilité va être bonne. Donc je dis, moi je vous conseille plutôt un 2 pièces, voilà, autour des 30 mètres carrés, c'est l'idéal. Bon, finalement ils ont pas acheté avec moi. Par contre, ils m'ont écouté, ils ont acheté un 2 pièces, un 2 pièces dans le secteur, donc moins cher. Ils ont pas dépensé autant d'argent. Par contre, leur rentabilité était plus importante, donc ils m'ont confié ensuite en gestion et en location. Et c'est des clients qui ensuite vont me donner des choses à vendre dans leur entourage, etc. Donc en fait, quand on est agent immobilier, c'est savoir si on veut faire du one shot, du court terme, ce qui a été fait pas mal quand même sur la période où c'était la folie, hein, parce qu'à l'époque, en 2021, n'importe qui pouvait faire de l'immobilier. C'était du délire. Ça se vendait hyper facilement. Par contre, dans le marché qu'on est aujourd'hui, c'est quand même pas la même chose. C'est pour faire un élément de comparaison, c'est comme nous sur les marchés financiers. Quand le marché monte en ligne droite, tout le monde peut faire de la performance. Hein. Et puis tu as l'impression que tu as des génies de la finance et des traders qui sortent de nulle part. Mais c'est que quand le marché est, comme on a un contexte de cette année, où là tu sais qui est qui et qui sont là dans la durée. Mais ok. Et les plus gros rendements que tu as pu voir ou que quelqu'un peut espérer, peu importe la zone géographique, mais que quelqu'un peut espérer en investissement immobilier? Moi, je sais que là, sur certains secteurs, on peut avoir 10-12%. Après, encore une fois, si je reviens un petit peu à mon basique, parce que moi, je vais pas faire du rendement exceptionnel, c'est plutôt, on parle toujours de l'entrée du bien. Oui, c'est sûr qu'il y a plein de zones où il y a une tension locative, où les prix sont faibles, etc. Après, ce qu'il faut voir, c'est aussi la sortie. Et dans des secteurs où c'est quand même moins facile de vendre, quand le marché s'écroule, la sortie, elle est quand même plus dure. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est-à-dire l'entrée, certes, pour avoir un taux de rentabilité. Après, voilà, si c'est du one shot pour 5 ans, essayer de faire de la rentabilité, mais alors faire de la rentabilité sur 5 ans, enfin, je pense que c'est comme en bourse, il faut pas avoir cet horizon-là, quoi. Encore pire dans l'immobilier. Tout est variable sur les marchés. Oui, après, oui, je parle de... On a beaucoup plus d'outils, on va dire. Est-ce que tu as déjà des gens qui sont venus te voir, je pense notamment les nouvelles générations, où voilà, j'ai du cash, je sais pas, j'ai touché un héritage ou n'importe, et je vais investir dans l'immobilier, je veux chercher 20 à 30% annuel. En fait, j'ai eu pas mal c'est assez marrant parce que des fois quand on traîne sur YouTube, on voit plein de formations qui sont vendues et souvent j'ai l'impression d'entendre le mec qui parle dans un podcast ou sur YouTube. Et en effet, il y a des fois l'histoire par exemple des love rooms qui étaient vachement qui est vachement à la mode. J'ai un client qui est venu me voir pour me dire oui, je veux faire ça, etc. Alors certes, moi déjà c'est pas ma spécialité, donc je l'ai pas conseillé là-dessus. Et deuxièmement, faut voir à long terme, c'est-à-dire qu'en fait, quand c'est diffusé, il y a forcément beaucoup de gens qui vont regarder ce sujet. Après, pour que ce soit vraiment rentable, il faut vraiment que tous les feux soient ouverts, quoi. C'est-à-dire même la location saisonnière. Faut être dans une zone hyper tendue en termes de location saisonnière. Faut avoir la bonne agence qui vous gère bien l'appartement ou la maison pour que ce soit rentable. Donc en fait, l'immobilier, c'est vraiment un ensemble de détails. Et même à la revente, enfin, je pense que, je sais pas, quelqu'un qui investit dans une love room, je pense que ça doit être plus compliqué à revendre par la suite que si tu investis dans une location classique. Alors déjà, et puis en plus, il faut déjà regarder, parce que ça, personne ne regarde, mais faire une love room dans une copropriété, etc., où il y a du monde, ça peut être refusé? Ça peut, oui, dans plein de copropriétés. Aujourd'hui, même le Airbnb, c'est inscrit dans les règlements de copropriété. Vous ne pouvez pas faire de Airbnb dans certaines copropriétés. D'accord, donc c'est des trucs que les gens doivent vérifier. Complètement. Toujours demander si c'est possible de faire du Airbnb. D'accord, parce que c'est possible d'investir, se dire je vais faire du Airbnb, Love Room ou un truc thématique, et au final, tu te rends compte qu'au moment où tu fais tes travaux, t'as pas le droit, et puis tu te prends des amendes ou blocage des travaux. Exactement. D'accord, tu vois, ça c'est des trucs à savoir, parce que je suppose qu'il y en a certains d'entre vous qui n'étaient pas au courant. Ok. Est-ce que tu as des anecdotes assez drôles que tu as dû voir, ou même des réussites dans ta carrière professionnelle? Oui, après, en fait, quand le marché il est positif sur quelques années, c'est sûr que voilà, quand vous achetiez en 2015, vous revendiez en 2017, vous rachetiez en 2017, vous revendiez en 2020, forcément, il y a des choses qui ont été assez importantes. Des clients qui, en effet, ont fait des grosses plus-values sur des maisons avec des surélévations ou des extensions. Il y en a eu quand même quelques-unes. Après, parce que le marché était complètement fou, quoi, entre 2015 et 2020. Et donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont investi à ce moment-là et qui ont réussi à faire des énormes plus-values. Alors après, par contre, attention, si vous faites ça tous les 6 mois, vous êtes requalifié en marchand de biens, et là, c'est plus la même affaire. Ouais, fiscalement, c'est pas pareil. Et du coup, tu conseillerais quelle durée pour l'investissement immobilier? Enfin, la durée minimum à avoir?
Bah, en fait, c'est toujours pareil, on va peut-être en parler après, mais sur l'investissement immobilier, il faut quand même voir sur le long terme. Donc, quand vous empruntez pas sur 10 ans. La plupart des gens investissent quand même sur 25 ans. Après, c'est pas comme la bourse, c'est pas du one Oui, shot. oui, non, non, bien sûr. Faut voir les choses à long terme. Après, encore une fois, quand on investit, ça dépend de ce qu'on parle. Si on parle d'investissement purement résidence principale, la plupart des gens restent à peu près 5-6 ans globalement dans leur résidence principale. Après, tout dépend. Quand ils arrivent au stade de 3 ou 4 chambres, ils vont rester plus longtemps. Mais je veux dire, quand vous achetez au début un 2 pièces, puis un 3 pièces, puis un 4 pièces, au début, c'est en effet plutôt dans les 5-6 années. D'accord, ok. Du coup, tu as introduit le sujet que j'allais aborder, sachant que ton domaine c'est l'IMO et moi c'est les marchés financiers. On va essayer de répondre à une question et du moins exposer chacun les forces et les faiblesses de notre domaine, parce que moi personnellement, je suis pas anti-immobilier, mais j'adore l'investissement, mais c'est pas du tout mon dada. Et je trouve que il y a tellement plus de flexibilité, d'avantages d'être sur les marchés financiers, que ce soit en termes de rendement ou, comme je disais, en termes de flexibilité, que les personnes qui investissent, qui sont full immobilier ou qui 90% de patrimoine en immo et même pas 10% en financier, pour moi ça me choque. Quel argument tu as pour les personnes qui viennent te voir et qui disent ouais, l'immo c'est nul? Ouais. À part pour la résidence principale, bien entendu, mais pour le reste. Attention, résidence principale, c'est 75% de l'investissement global, donc c'est quand même pas rien. Après, ce qu'il faut regarder, et je vais essayer de te contrer un petit peu directement dessus, parce que c'est vrai que l'immobilier, globalement, les normes ont augmenté ces dernières années. On peut pas dire l'inverse. Si tu avais 3 avantages à mettre en avant pour l'investissement immobilier, ce serait lesquels? Bah, déjà, le premier, c'est l'aspect financier, tout de même, parce que aujourd'hui, tu peux emprunter pour l'immobilier, tu peux pas emprunter pour la bourse. A priori, à part si tu as des gros revenus et que tu mets sur une assurance vie, etc. Enfin bon, d'accord. Moi, je te donne un petit contre-exemple. Mon crédit étudiant que j'avais pris à l'époque, c'est tout bête, hein. Mais quand on était en cours, notre prof il nous disait ouais voilà, vous avez la possibilité de prendre un crédit étudiant. J'ai des personnes de ma classe qui ont investi dans un bien immobilier, qui ont fait de l'investissement locatif, ce qui est très pertinent. Et moi non, ça a été ok, pas de problème. Je prends le crédit étudiant et je l'investis sur les marchés financiers. Bien entendu, sachant que c'était pas mon argent, j'allais pas trader avec ou des effets de levier, etc. Mais tu peux déjà commencer avec ce genre de choses. Après, l'avantage aussi que tu peux faire, c'est que certains investissements financiers, tu peux les apporter en garantie pour d'autres emprunts et d'autres investissements que tu peux faire aussi avec l'immobilier. Ouais, c'est ça. Non, mais après, c'est sûr qu'il n'y a pas de réponse magique à cette question. Après, moi, je vais essayer de défendre mon secteur, qui fait que quand tu as de l'immobilier, globalement, depuis 30 ans, ça a quand même augmenté. Donc, tu prends un peu moins de risques. Et puis, en plus, il y a des gens qui vont aimer le côté palpable un peu. Là, on parle beaucoup aussi d'SCPI, de pierre-papier. Mais je veux dire, quand tu te balades dans la rue, tu vois pas ta SCPI pierre-papier. Tu vas voir ton appart, par contre, sur lequel tu as investi. C'est vrai qu'en termes de confiance, je pense que l'immobilier, enfin, la plupart des gens se disent, voilà, il y a un bien, etc. Enfin, c'est mon bien, il est là. Si demain, c'est l'apocalypse ou il y a une crise, enfin, sur ça, c'est un gros avantage. Si, par exemple, l'euro s'effondre ou la monnaie explose et que les marchés décrochent, une maison, ce sera toujours une maison. Et il y aura toujours une utilité. Derrière, c'est vrai qu'il y a un portefeuille d'actifs. Si ta monnaie ne vaut plus rien, ton portefeuille ne vaut plus rien. Et puis, tu as quand même l'une des plus grosses niches fiscales en France qui reste l'absence de plus-value sur ta résidence principale. Ouais. Et ça, on est quand même sur des montants potentiellement, si tu as acheté il y a 15-20 ans, qui peuvent être assez importants. C'est vrai que les générations qui sont à la retraite aujourd'hui, mais qui achetaient leur premier bien il y a 30 ans, la plus-value, elle est énorme. Et c'est vrai que c'est net d'impôt. Elle est énorme. Là, moi, j'ai des clients qui sont millionnaires, qui ont eu des appartements dans le secteur, mais qui l'ont eu en succession, par exemple, avec leurs parents qui sont décédés, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu as un pavillon dans mon secteur avec une belle parcelle, avec une très belle parcelle, tu es facilement à 1 million d'euros. Donc en fait, sur un truc que t'as rien eu à avancer, tu as vécu dans ce pavillon-là, tu pars à la retraite avec 1 million. Ah mais oui, comme tranquille. Donc en fait, pour qu'il y ait le même effet sur la bourse, et puis sans prendre de risques. Ouais, parce que là, en fait, après, il faut tomber sur le bon secteur, parce que c'est l'emplacement, nous, qui va être la chose numéro 1. Mais... Quand j'étais, à l'époque, quand j'étais en banque, donc j'étais à Saint-Germain-en-Laye, et j'avais des clients donc très âgés, donc 80 ans à peu près, et toute leur jeunesse, ils avaient acheté justement des bâtiments, mais à Paris même. Et on était sur des immeubles, une 60aine d'immeubles,
tu avais des bâtiments haussmanniens millionnaires, le faible est mot. Enfin, le mot est faible, pardon. Et du coup, bah, c'était juste, surtout qu'à cette époque-là, ça valait rien du tout. C'est juste l'intelligence de se dire, bah, j'achète un truc, je veux pas mettre mon argent par la fenêtre. Et c'était pas forcément des gens initialement qui avaient des gros revenus. Et comme tu as dit, 30, 40 ans après, c'est plusieurs dizaines de millions parfois. Donc sur ça, c'est... Là, j'ai un client, par exemple, là, que j'ai vu il y a pas longtemps. Lui, il était garagiste sur l'île de la Jatte. Et en fait, ils ont vendu le garage à l'époque et ils ont créé des immeubles. Et l'île de la Jatte, aujourd'hui, ça vaut quand même extrêmement cher. Toute cette zone-là, avec le Valois, où c'était des zones industrielles, aujourd'hui, c'est du délire, quoi. C'est-à-dire que c'est x2 en quelques années. Donc, c'est quand même des plus-values derrière qui peuvent être immenses. Ok. Moi, l'un des avantages, et que là, ça va être très dur de me contredire, qu'on a sur les marchés financiers, c'est la flexibilité. Comme je te le disais tout à l'heure, moi, si je veux acheter un actif, maintenant, surtout avec l'avancée technologique, je peux le faire de mon portable en 3 secondes. J'ai mon actif, je peux choisir par exemple un effet de levier, mais différents types d'actifs en quelques clics. Et c'est la même chose si je veux le revendre. En immobilier, malheureusement, c'est pas pareil. Enfin, je sais que tu as forcément un délai d'au moins 3 mois entre l'acquisition ou même la vente de ton bien, et encore, c'est le délai minimum. Tu peux pas acheter et revendre dans la journée. Bien sûr. Après, si on parle vraiment d'investissement locatif, on va revenir sur le sujet 2 minutes. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le LMNP, donc loueur meublé non professionnel, jusqu'à certains seuils, mais bon, c'est quand même, il faut être c'est assez large. C'est 77 700 euros maximum de loyer par an. On peut quand même ne pas payer d'impôts et avoir un bien qui est dans un secteur qui est intéressant. Donc en fait, grâce à l'amortissement, grâce à tes charges que tu déduis de copropriété, ta taxe foncière, tes intérêts d'emprunt, aujourd'hui, tu peux ne pas payer d'impôts sur plusieurs années, sur tes revenus fonciers. Donc c'est quand même aussi un avantage. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Après, sur les marchés financiers, tu as ton enveloppe fiscale, que ce soit assurance vie, PEA, où là, tu vas pouvoir contourner, justement, réduire drastiquement ton imposition sous certaines conditions. Mais c'est vrai, quand tu achètes des titres vifs via un compte titre, on passe à la flat tax chaque année. Donc, sur ça. Après, je sais pas s'il y a une statistique là-dessus, mais il faudrait regarder quand même depuis 30 ans, entre les gens qui ont mis 100 euros en bourse et les gens qui ont mis 100 euros en immobilier. Parce que franchement, je veux dire... En fait, moi, j'ai globalement la stat en tête. Ça va dépendre de l'actif, mais si tu prends juste sur les marchés mondiaux, marchés mondiaux, je crois on est autour de 8%. Ouais. Si tu prends le marché européen, on est plutôt autour de 7-7,5% de moyenne annualisée. Si tu prends uniquement les marchés US, on va dépasser les 8,5%. Alors que je crois que si tu es sur l'IMO, tu dois être une moyenne de 4 à 5% annualisée. Je suis d'accord, mais attention. C'est-à-dire que là, tu me parles de taux qui sont en moyenne. Mais si tu es bien conseillé, parce que je pense que tu as beaucoup de gens qui mettent Non, là, quand je te parle sur les marchés financiers, c'est tu te prends pas la tête, tu achètes une économie. Oui, c'est ça. Mais il faut le faire. C'est-à-dire, faut pas aller acheter la biotech qui a mal marché, etc. Tout à fait. Donc je pense que tu vois, par exemple sur la crypto, on peut le dire aussi, il y en a certains qui ont perdu beaucoup. Donc en fait, ça reste quand même en effet peut-être moins rentable, mais comme tu dis, de toute façon le risque et la rentabilité, c'est deux choses qui sont quand même liées. Mais l'immobilier aujourd'hui, ça a quand même cet aspect un peu plus sécure. Alors encore une fois, si tu achètes 30 000 euros au-dessus du prix du marché, que tu as plein de défauts, que ton immeuble va mal, etc., c'est sûr que tu vas pas être gagnant. Mais globalement, depuis 30 ans quand même, tu as peu de gens qui vont te dire j'ai pas bien fait d'acheter un appartement. L'un des avantages que vous avez aussi en immobilier, certes, sur une année, vous pouvez pas faire 20 ou 30%, comme les marchés financiers peuvent faire, notamment comme l'année dernière. Mais en l'occurrence, vous ne pouvez pas perdre 20 à 30% sur une année comme on a vu en période de crise Covid ou 2008 par exemple. Alors, ça dépend des secteurs. 20-30%, c'est vrai que c'est énorme. En un an. Mais moi, dans mon secteur, on a quand même perdu un bon 10-15%. Mais encore une fois, parce que les taux, quand t'es à 1% et versus t'es à 5%, c'est quand même pas du tout le même coût de l'emprunt. Donc forcément, en fait, pour compenser la hausse des taux, il aurait fallu que les prix baissent de 25%, à peu près. Sauf qu'ils n'ont pas baissé de 25%. Et c'est pour ça qu'on a eu un marché 2023, début 2024, même une bonne partie de 2024, assez compliqué parce que le marché était complètement bloqué. Les vendeurs voulaient pas vendre moins cher, parce que en fait, quand tu vois les prix de 2021, tu te dis, oui, en effet,
je vais quand même récupérer, sachant que certains ont acheté en 2018 et ils ont commencé à acheter un petit peu haut, versus les acheteurs, ils vont pas acheter avec des taux à 5%. Donc ça a quand même bien bloqué le marché. Ouais, que ce soit les taux, mais également les conditions d'emprunt étaient aussi beaucoup plus restrictives. Complètement, avec les taux d'usure, etc. On a une vraie période extrêmement compliquée dans l'immobilier. Tout à l'heure, tu parlais, l'avantage que vous avez, c'était d'emprunter. Et je pense que le bon compromis qu'il y a, c'est, tu en as parlé, le pierre papier. Pour les gens qui comprennent pas, le pierre papier, c'est globalement des SCPI où vous achetez une partie d'un immeuble. Généralement, c'est des immeubles commerciaux. Donc, c'est des entreprises qui louent. Et vous touchez des loyers à hauteur des parts que vous avez achetées. Donc, c'est un investissement financier indexé sur de l'immobilier. Et ça, vous pouvez justement emprunter à votre banque. Et c'est la banque qui va vous prêter. Et en plus, elle va vous vendre les SCPI. Mais il y a aussi d'autres organismes qui peuvent vous proposer ce type de produit-là. Et l'avantage, c'est que comme tu as dit que le marché était très délicat en 2023, les SCPI 2023-2024, les SCPI ont été énormément décotés, donc vous pouvez acheter moins cher actuellement, avoir un rendement qui est autour de 4 à 6%, à des prix de part assez accessibles et en plus finançables. Et c'est beaucoup plus facile en plus d'emprunter pour des SCPI que d'emprunter pour un bien classique. Et surtout, vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre, peu importe vos revenus. Pas tout le monde peut emprunter 200 000 euros pour un appartement, mais vous pouvez emprunter 20, 30, 40 ou même 50 000 euros pour acheter des parts de SCPI. Et ça, il y a beaucoup plus de flexibilité là-dessus. C'est moins mon domaine, donc je vais pas te répondre là-dessus, mais bon, moi, mon domaine, c'est l'immobilier, c'est le palpable. Direct, ouais. C'est le matériel. Après, la plupart des SCPI, tu les vois, c'est des bâtiments à la Défense ou à Nanterre, enfin des grosses structures. Mais voilà, c'est le petit entre-deux. Dans tous les cas, d'ailleurs, je t'ai pas demandé, tu as de l'investissement financier ? L'investissement financier un petit peu en bourse, mais je me suis assez limité parce que j'ai l'impression que vraiment chaque domaine est tellement différent et clairement moi c'est pas ma façon d'investir le financier, même si j'en ai un peu, mais c'est pas quelque chose que je maîtrise complètement. Je te donnerai des petits conseils je veux bien. T'en fais pas. Mais en vrai, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Je pense qu'il y a des personnes comme moi qui vont favoriser l'investissement financier, mais qui ont quand même de l'immobilier. Et toi qui es full immobilier, tu as quand même de l'investissement financier. L'idéal, c'est toujours la diversification, mutualiser le risque. Et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour conclure ce podcast ou quelques derniers tips à partager aux personnes qui nous regardent ? Non, mais écoutez, franchement, je pense que l'immobilier, c'est quelque chose c'est pas une science. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même se faire bien conseiller, comme dans tout métier, dans la finance aussi. Donc moi, c'est ce que je propose des fois aux clients, même quand ils achètent pas avec moi, c'est de m'envoyer le bien qu'ils achètent et de vérifier un petit peu les points un peu sensibles de la copropriété ou de l'appartement lui-même. Et c'est vraiment important d'avoir quelqu'un sur lequel on peut faire confiance. Eh ben, merci à toi, Jérémy. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas en commentaire à poser des questions sur le marché de l'immobilier. Jérémy prendra le temps de vous répondre. Et puis, on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Bien entendu, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et vous pouvez voir toutes nos autres vidéos juste à côté. Allez, ciao, ciao. Merci.